Bonjour à tous et bienvenue donc à ce dernier webinaire, le 5e webinaire d'une série sur le label bas carbone. Et on va donc parler aujourd'hui de la méthode Carbone Agri avec Catherine Broca et Jean-Baptiste Dolé de l'Institut de l'élevage. Du coup, Catherine, je veux bien que tu, que tu fasses défiler le PowerPoint. Alors, avant de démarrer, pour laisser aussi aux derniers inscrits là, de nous rejoindre sur la plateforme, quelques éléments techniques. Donc, comme vous avez pu le constater, vos micros et vidéos sont coupés, mais vous pouvez poser toutes vos questions dans la rubrique questions que vous devez avoir sur le côté. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire vos commentaires, poser vos questions. On prendra 10 minutes à la fin du webinaire pour répondre au maximum de vos questions. Et dans tous les cas, ça nous servira à alimenter le FAQ de la page Label Bas Carbone sur le site du ministère. Voilà, donc si ça ne trouve pas réponse aujourd'hui, ça le trouvera à un moment donné. Je veux bien que tu passes à la slide d'après. Alors, quelques rappels pour ceux qui n'avaient peut-être pas pu participer au précédent webinaire qui portait sur le fonctionnement général du label, puis avec un focus sur porteurs de projets et un focus sur financeurs. Vous pouvez les visionner sur le site d'ICATCE. Donc vous avez les liens, sur cette slide-là et puis on vous enverra la présentation. Voilà, donc ça, les intervenants, je l'ai déjà dit. Et avant de laisser la parole donc pour présenter la méthode Carbone Agri, peut-être juste 2 mots sur le label pour qu'on soit sûr qu'on ait tous la même compréhension de l'outil pour ceux qui n'avaient pas pu suivre les précédents webinaires. Donc le label bas carbone, je rappelle, il est porté par le ministère de la Transition écologique et solidaire. L'objectif, c'est de déclencher des changements de pratiques compatibles avec la stratégie nationale bas carbone, en rémunérant les réductions d'émissions ou la séquestration carbone dans le sol. Donc l'objectif vraiment du label, c'est d'apporter des garanties que les projets ont bien un impact réel en termes de réduction d'émissions et de séquestration carbone. Et le corollaire à ça, c'est aussi s'assurer que les financements qui sont fléchés vers ces projets sont efficaces, dans le sens où c'est grâce à ces financements que les pratiques sont déclenchées et que ces projets, ces pratiques bas carbone n'auraient pas pu se faire sans ce financement additionnel. Et pour juste repréciser le fonctionnement général de l'outil, donc on a le label, c'est un référentiel, un cahier des charges assez générique en fait, qui encadre les grands critères de qualité et les grandes procédures. Et en fait, rattaché à ce référentiel va venir tout un tas de méthodes sectorielles, dont Carbone Agri, qui vont spécifier dans le détail comment va se passer l'estimation des réductions d'émissions pour un type de projet spécifique. Ces méthodes sont rendues publiques, utilisables par tous, et derrière, n'importe qui peut proposer un projet. Et donc, ces projets vont devoir être audités par un tiers indépendant et permettra de générer donc des réductions d'émissions officielles qui pourront être achetées soit par des entreprises, soit par des collectivités, soit par des particuliers. Voilà. Et donc l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est de vous présenter une méthode en particulier, qui est la méthode Carbone Agri. Et je laisse la parole à Jean-Baptiste. Ton micro est coupé, Jean-Baptiste. Bon, ça ira beaucoup mieux comme ça. Bonjour à tous. Donc, je vais revenir avec Catherine Broca effectivement sur la méthodologie Carbone Agri, donc qui concerne en fait l'élevage de bovins et les grandes cultures associées. L'objectif de cette méthodologie, c'est effectivement de faire reconnaître la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les filières d'élevage sont engagées depuis le 2013 dans des démarches de réduction de l'empreinte carbone. On a aujourd'hui plus de 13 000 fermes au niveau national qui sont engagées dans ces démarches de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou d'augmentation du stockage de carbone. Et donc en fait, le label bas carbone qui a été publié en 2018 représentait pour nous une opportunité de certification de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et c'est pour cela que nous avons déposé la méthodologie Carbone Agri. Et vous avez ici le consortium qui a déposé cette méthodologie. Donc c'est un collectif représenté par l'Institut de l'élevage, l'interprofession laitière avec le CNIEL, l'interprofession bovin-viande avec Interbev, la Commission nationale de l'élevage
et I4CE. Donc l'objectif, c'était effectivement d'avoir cette méthodologie Carbone Agri qui a été certifiée par le ministère le 30 septembre 2019. Diapositive suivante. Donc, cette méthodologie couvre en fait plusieurs leviers. Vous allez le voir dans la présentation qui va suivre. L'objectif, c'est de permettre aux agriculteurs de pouvoir mobiliser plusieurs leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou d'augmentation du stockage de carbone. Donc, on va revenir dans le détail sur ces éléments-là. Avec aujourd'hui donc la méthodologie qui a été publiée, donc qui est sur le site du ministère de l'écologie et sur le site de l'Institut de l'élevage, et qui s'adresse à des porteurs de projets individuels ou collectifs, et aussi à des mandataires qui peuvent agréger plusieurs projets qui seraient développés au niveau national dans plusieurs exploitations de façon simultanée. Et donc maintenant, je vais laisser la place à Catherine Broca qui va revenir davantage dans le détail sur les éléments qui composent la méthodologie Carbone Agri. Oui, bonjour à tous. Donc, le premier point, c'est les critères d'éligibilité des projets pour pouvoir prétendre à l'utiliser et puis qu'une exploitation puisse l'intégrer. Donc, dans un contexte d'évolution structurelle où les exploitations s'agrandissent, un des premiers points, c'est de respecter la réglementation et le seuil d'azote organique par hectare de 170 kg qui est lié à la directive nitrate et qui s'appliquera à tous les élevages, qu'ils soient en zone vulnérable ou non, et ils devront le respecter du début à la fin du projet. Ensuite, s'il y a des arrêts d'activité, en particulier d'un atelier, pour le coup, cet atelier ne sera pas éligible au gain carbone, ce qui revient à dire qu'en fait, les ateliers devront toujours être présents en fin de projet pour que le gain carbone soit comptabilisé. Et le deuxième élément important de conditionnalité, d'éligibilité de ces projets, c'est qu'il faut maintien ou accroissement du stock de carbone dans les exploitations. Donc ces trois critères à respecter avant d'entrer dans le projet et jusqu'à la fin devront être respectés par les éleveurs. Ensuite, le périmètre d'application de la méthodologie. Donc, on s'adresse à des exploitations agricoles qui ont soit un atelier bovin-lait, soit un atelier bovin-viande, soit un atelier culture de vente, soit un mix des trois. Ensuite, en termes de réduction couverte, on a une approche empreinte et donc on va comptabiliser tout ce qui est réduction d'émissions indirectes et réduction d'émissions directes. Et ensuite, on intègre la séquestration du carbone. Et enfin, pour générer les réductions, elles se feront la vérification se fera a posteriori et donc on est sur le schéma de réduction effectuée. Dit autrement, et pour bien préciser les sources d'émissions et la séquestration carbone que l'on intègre dans notre comptabilité, ce schéma, donc d'un côté on a le volet des émissions, de l'autre le stockage carbone. Et donc, on mesure à la fois ce qu'on disait les intrants et donc les impacts, les réductions liées aux émissions indirectes, et puis toutes les émissions directes réalisées sur l'exploitation au niveau des animaux et de leur alimentation, la gestion des effluents et la gestion des cultures et des prairies avec les apports d'azote sur les cultures. Donc tous ces éléments permettent de calculer une intensité carbone des produits des différents ateliers, ce qui nous permettra de calculer un gain carbone. Ensuite, on a toute la partie stockage carbone qui est calculée au niveau des surfaces et qui va permettre d'évaluer l'augmentation de la quantité de stock de carbone dans les sols. Donc pour comptabiliser nos réductions, pour les réductions, on a une approche analyse du cycle de vie et donc on va comptabiliser les trois ateliers, l'atelier bovin-lait avec ses deux produits, le lait et la viande. On va comptabiliser l'empreinte carbone de la viande de l'atelier bovin-viande et enfin l'empreinte carbone des cultures. Et donc on ne peut pas dissocier les trois ateliers, c'est bien la somme des trois qui permettra de calculer le gain carbone. À cela s'ajoute le calcul de la séquestration du carbone à l'échelle de l'exploitation et ces éléments vont permettre de calculer le gain carbone à l'échelle de l'exploitation. Alors pour évaluer et suivre
les empreintes carbone et le stockage carbone, on utilise l'outil Cap2ER niveau 2 ou tout autre outil qui serait reconnu équivalent d'un point de vue méthodologique et certifié par un organisme tiers. Alors l'outil Cap2ER permet à une approche multicritère. Donc bien sûr, il permet de calculer les émissions de GES et le stockage carbone, mais il permet également d'évaluer d'autres critères environnementaux et ce qui va permettre de suivre l'impact de la mise en œuvre des leviers d'action à une échelle un peu plus globale. Euh, Catherine, je crois qu'on t'entend plus. Je sais pas si c'est que moi ou pas. Catherine, est-ce que tu nous entends ou pas? Oui. Ah, là, le son est revenu, mais enfin, ça fait peut-être 30 secondes, on va dire, que tu n'avais plus de son. D'accord. Alors je réexplique Cap2ER, c'est ça? Pour le coup? Ouais, ouais. Ouais, ok. Ça marche. Donc, on utilise, pour faire le suivi et mesurer les empreintes carbone et le stockage carbone, on utilise l'outil Cap2ER niveau 2, mais il peut tout à fait être utilisé à un outil reconnu comme équivalent d'un point de vue méthodologique et certifié. Et surtout, l'outil Cap2ER a une approche multicritère qui permet bien sûr de mesurer les émissions de gaz à effet de serre, mais mesure aussi d'autres indicateurs d'impact environnementaux pour s'assurer qu'il n'y aura pas de transfert entre compartiments par la mise en œuvre des leviers sélectionnés par les éleveurs. Et donc, on aura une évaluation de l'impact sur la qualité de l'eau, qualité de l'air, la consommation d'énergie, la production d'énergie, biodiversité et stockage de carbone. Voilà. Donc, d'un point de vue levier d'action, donc c'est une méthodologie qui a une approche multilevier. Et donc là, vous avez le panorama de levier côté émissions de gaz à effet de serre et séquestration. Donc, en termes de levier potentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, on a l'amélioration de la conduite sanitaire, travailler sur l'âge au premier vélage des jeunisses, améliorer la performance génétique des animaux, etc., etc. En termes d'alimentation du troupeau, on a une entrée bien sûr par la qualité des fourrages et augmenter le pâturage, ce qui peut permettre de réduire la consommation de concentrés, améliorer aussi l'autonomie protéique et incorporer des lipides. On a également possibilité de remplacer par exemple certains types de concentrés par d'autres. Côté gestion des déjections, dans les leviers d'action, on a bien sûr limité le temps au bâtiment avec plus de pâturage, mais aussi des techniques pour limiter les pertes d'émissions au stockage, à l'épandage et puis la méthanisation. Et enfin, au niveau des cultures, on a des leviers associés à l'optimisation de la fertilisation, l'implantation de légumineuses, travailler sur les rotations, toujours pour optimiser la fertilisation, etc. Et puis enfin, en termes de consommation d'énergie, on a des leviers liés à la réduction de la consommation d'électricité et de carburant. Côté séquestration du carbone, comme levier, on a bien sûr implantation de prairies permanentes, augmenter la place des prairies temporaires, réduire le travail du sol avec le semi-direct et l'implantation de cultures intermédiaires, mais aussi l'implantation de haies et l'agroforesterie. Donc voilà, vous voyez qu'il y a un grand panel de leviers qui couvre toutes les activités de l'élevage et qui permet d'identifier des leviers pour la plupart des exploitations. Alors ensuite, dans la méthodologie, on évalue les co-bénéfices associés au projet. Alors en partie, bien sûr, pour les valoriser auprès des acheteurs. Ensuite, comme je le disais un petit peu avant, Cap2ER permet d'évaluer les impacts sur les différents compartiments et donc ça permet de vérifier qu'on n'a pas un transfert de pollution en mettant en œuvre nos leviers d'action liés au carbone. Et donc voilà, il y a toute une liste dans la méthodologie qui part toujours de la qualité de l'eau en termes de co-bénéfices, qualité de l'air, la consommation d'énergie, la biodiversité, la production d'énergie. On a également comme co-bénéfice avec le travail sur l'autonomie protéique, par exemple, le pâturage, la réduction de la consommation de soja en lien avec la déforestation,
Ensuite, on a l'implantation de couverts végétaux et la réduction de l'irrigation qui tourne autour de l'agronomie. Et puis, tout ce qui est circuit court peut être valorisé s'il y a des projets associés au circuit court. Donc ça permet aux porteurs de projets de pouvoir mettre en avant l'éco-bénéfice du projet et avoir une approche un peu plus globale que centrée sur le carbone. Alors, en termes d'additionnalité du projet, on a en termes d'intensité carbone prouvé que l'intensité carbone est stable depuis des années dans les élevages et donc toute mise en œuvre de levier aujourd'hui se traduira par une additionnalité. Ensuite, tout ce qui est les effets de la PAC et des MAEC ont été évalués et sont assez faibles. Et puis surtout, la PAC a été mise en œuvre avant le développement de la méthodologie. Et puis en termes de méthanisation, donc tous les projets qui seront lancés après le lancement d'un projet basé sur Carbone Agri, on devra prouver l'additionnalité en fait de ces projets méthanisation en termes économiques, ce qui sera assez simple. Et puis également pour les certificats d'économie d'énergie, comme il y a un recouvrement avec le label, un rabais est appliqué et on devra aussi donc le préciser à la fin du projet si l'éleveur a mis en œuvre, a eu un certificat d'économie d'énergie. On devra le préciser à la fin des 5 ans pour appliquer ce rabais. Comme la méthanisation, il faudra prouver l'additionnalité si elle a été mise en œuvre après le démarrage du projet. Voilà. Alors, ensuite, plus concrètement, quand on démarre un projet, pour les porteurs de projets, la première étape, c'est de définir les scénarios. Il va y avoir 2 scénarios au choix, soit un scénario spécifique, soit un scénario générique. Et la différence entre les 2 scénarios, c'est que dans le scénario spécifique, on mesure les empreintes carbone et les pratiques de séquestration dès le démarrage avec un cap 2ER qu'on fait donc en début de projet et qu'on refera en fin de projet pour mesurer ce qui est réalisé. Dans un scénario générique, on ne va pas réaliser de cap 2ER au démarrage et donc on va utiliser des références génériques qui ont été définies sur la base de résultats fournis sur un échantillon de ferme moyenne France. Et donc la conséquence sur ce scénario générique, c'est qu'on appliquera un rabais de 10% sur les crédits carbone obtenus par ce type de scénario. Je m'en arrête là. En termes de scénario spécifique, il est possible, il y a 2 options possibles. Soit on réalise le cap 2ER chez tous les éleveurs, soit on peut également partir d'un échantillon au démarrage pour définir en fait la référence initiale des exploitations. Alors ensuite, comment on calcule le gain carbone? Donc donc là je vous présente la réduction des émissions et ensuite je vous présenterai la séquestration. Donc sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme on a une approche empreinte, on part des produits présents sur l'exploitation et donc pour l'atelier bovin-lait, on a 2 produits, donc le lait et la viande. Le bovin viande, on a un produit viande et les cultures de vente, on a des cultures. Donc on part des intensités carbone de ces différents produits et on va appliquer la petite formule qui est en dessous en partant de l'intensité initiale moins l'intensité finale qu'on va multiplier par la production moyenne fois 5 ans. Donc par exemple pour le lait, le produit lait, on va prendre son intensité obtenue avec le cap 2ER initial moins l'intensité carbone obtenue avec le cap 2ER final qu'on va multiplier par la production moyenne. Donc la production moyenne, elle se calcule sur la production initiale et la production finale. Et on va multiplier par 5, donc c'est des projets de 5 ans, si jamais tous les leviers sont mis en place en année 1. En fait, dans la plupart des situations, les leviers ne seront pas tous mis dès la première année, ils ne seront pas tous mis en place dès la première année. Et donc dans cette situation-là, et là vous avez un schéma qui va permettre d'expliquer le calcul. Là, je pars sur un exemple où tous les leviers sélectionnés par l'éleveur seront mis en œuvre en année 3.
Donc en fait, cette formule s'appliquera sur les 3 dernières années, donc intensité initiale moins intensité finale fois la moyenne de production. Et sur les 2 premières années, on a une croissance linéaire en fait du gain carbone. Et donc ça, pour permettre ce calcul, pour tous les leviers d'action, il faudra définir en quelle année sera mis en œuvre le levier d'action pour permettre ce calcul-là. Et donc ça concerne bien sûr la réduction des émissions. Pour le stockage carbone, pour le stockage carbone, donc l'approche cette fois est à l'échelle de l'exploitation. On identifie les pratiques que l'éleveur souhaite mettre en œuvre et on regardera la situation finale moins la situation initiale avec la variation de stock calculée et la durée de présence de la pratique. Donc plus concrètement, par exemple, si j'ai 20 hectares de prairies permanentes en début de projet et que j'installe 5 hectares, donc en finale j'aurai 25 hectares, fois la variation de stock, donc là il y a un forfait aujourd'hui dans la méthodologie qui est appliqué pour les prairies permanentes, et fois la durée de présence, donc en fonction de l'année de mise en œuvre de ces 5 hectares, on multipliera par le nombre d'années. Donc s'il met en œuvre en année 2, on le calculera pour 4 ans. Alors derrière, comme il y a un risque de non-permanence lié à la séquestration du carbone, nous appliquons des rabais sur les gains carbone, avec un rabais de 10% pour les gains liés à la séquestration de carbone sous les haies et 20% pour toutes les autres pratiques. Alors ensuite, que doit faire le porteur de projet pour mettre en œuvre concrètement la méthodologie? Donc déjà, on part sur 5 ans, renouvelable une fois, donc on peut potentiellement partir sur 10 ans. Au démarrage du projet, il doit notifier au ministère de l'Environnement son projet. Ensuite, déposer le projet pour obtenir la validation par le ministère de l'Environnement. Et donc, pour obtenir cette validation, on doit définir le scénario de référence, soit avec un cap 2ER, soit avec une moyenne, une référence générique. Ensuite, construire un plan carbone qui va permettre de sélectionner les leviers, les objectifs associés et permettre bien sûr le calcul du gain carbone potentiel. Ensuite, quand tout ce travail est fait, alors il y a aussi également potentiellement s'il y a un mandataire, il y aura un mandat à faire signer pour pouvoir déposer cette validation de projet. Donc ensuite, le projet il est parti pour 5 ans. À mi-parcours, un constat devra être fait. Alors c'est facultatif, mais un constat peut être fait pour s'assurer en fait tout simplement que les leviers sont bien mis en œuvre par l'éleveur selon le plan d'action défini au démarrage. Et cela peut être fait soit par un cap 2ER niveau 1, simplifié par rapport au cap 2ER niveau 2 qui est utilisé pour mesurer la situation initiale, soit par le suivi des indicateurs qui ont été définis avec l'éleveur lors du choix des leviers. Donc ensuite, en fin de projet, au bout de 5 ans, on revient chez l'éleveur pour mesurer réellement l'intensité carbone obtenue et le stockage carbone obtenu à la fin du projet. On évalue aussi la mise en œuvre des pratiques et c'est ce qui va permettre de calculer le gain carbone réalisé en fin de projet. Ensuite, le dossier sera préparé. Une vérification sera réalisée par un organisme indépendant qui viendra vérifier que l'on a bien respecté les critères de la méthodologie pour la mise en œuvre du projet. Et ensuite, suite à ce rapport de vérification, le dossier sera envoyé au ministère de l'Environnement pour reconnaissance des réductions. Alors, petit complément sur la vérification, l'organisme indépendant qui va venir vérifier le résultat, bien sûr, c'est un auditeur compétent et indépendant. Il ira auditer dans les exploitations sur un échantillon minimal de 5 fermes. Et sinon, la règle qui s'applique en termes d'échantillonnage, c'est un demi de racine de n. Donc plus concrètement, c'est pour un projet de 100 exploitations, c'est 5 élevages qui seront audités. Pour 500, ce sont 11, etc., etc. Voilà.
Alors, pour donner un ordre d'idée des gains potentiels pour une exploitation laitière, donc une exploitation avec un atelier laitier et un atelier culture de vente. Donc là, avec un objectif de réduire les concentrés, réduire l'âge au premier vélage, implanter des légumineuses et implanter des haies. Ça se traduit globalement par une réduction de l'empreinte carbone de 14%. Et sur un projet de 5 ans, on estime globalement le gain carbone, la réduction des émissions de 300 tonnes pour une ferme moyenne française. Donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée des gains potentiels. Et Jean-Baptiste, je te passe la main sur les évolutions futures. Effectivement, la méthodologie Carbone Agri telle que l'a présentée Catherine a été certifiée en septembre 2019. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir faire évoluer la méthodologie Carbone Agri sur la base des éléments scientifiques qui sont en notre possession et des évolutions méthodologiques qui peuvent en découler. Et donc voici pour illustrer quelques évolutions futures que nous avons d'ores et déjà identifiées et qui sont en cours d'implémentation dans Carbone Agri. Donc la première évolution, c'est d'intégrer l'effet des lipides sur la réduction des émissions de méthane entérique. Donc là, des travaux sont en cours avec Bleu Blanquer de manière à pouvoir ajuster les émissions de méthane en fonction du taux de lipides dans la ration. Donc ce sera implémenté dans Carbone Agri et dans Cap2ER. Carbone Agri a été déposé en fait et concerne à ce stade les ateliers bovins. Et donc, comme les filières d'élevage caprin et ovin intègrent aujourd'hui des démarches de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il y a une volonté d'élargir la méthodologie Carbone Agri à ces élevages de petits ruminants. Ensuite, vous avez certainement entendu parler d'un groupe de travail en grande culture qui travaille effectivement sur, comme Carbone Agri, sur l'évaluation de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et également sur la prise en compte du stockage de carbone additionnel. Et donc, de manière à avoir des hypothèses et des formulations de calcul qui soient identiques entre les systèmes d'élevage et de systèmes céréaliers, nous construisons avec le GT Grande Culture une approche commune sur cette question du stockage et du déstockage de carbone. Et donc, de fait, dès que la méthodologie sera finalisée, elle sera également implémentée dans Carbone Agri. Et donc, un autre élément également en lien avec ces évolutions, c'est de dire que le calcul du gain carbone en fin de projet sera bien réalisé avec la dernière version de la méthodologie. Même si le diagnostic initial a été réalisé avec une version de la méthodologie qui serait celle de septembre 2019, d'ici 5 ans par exemple, la méthodologie va évoluer, donc on refera tourner Cap2ER avec cette même méthodologie de manière à pouvoir calculer le gain carbone sur la durée du projet pendant les 5 ans. Diapositive suivante. Et donc, cette méthodologie étant aujourd'hui disponible, chaque porteur de projet peut mobiliser la méthodologie Carbone Agri. Tous les éléments en matière de calcul des émissions de gaz à effet de serre, du stockage de carbone sont détaillés dans cette méthodologie. Et donc, il est maintenant possible de développer des projets. Donc, un projet, ça peut être un projet individuel, un agriculteur, un éleveur qui souhaite impliquer son exploitation dans des démarches de progrès, mettre en place des pratiques telles que l'a mentionné Catherine. Ça peut être aussi un projet individuel porté par un mandataire. L'idée est plutôt, ce qui a été exprimé au sein des filières d'élevage, c'est plutôt d'avoir des projets collectifs de manière à permettre une économie d'échelle, assurer l'ingénierie de projet sur un nombre plus important d'éleveurs, donc en poulant, en cumulant plusieurs projets individuels grâce en fait à la notion de mandataire, qui est un agrégateur, on va dire, de projets individuels. Diapositive suivante. Et donc, dans ce cadre-là, sur la diapositive suivante, vous avez voilà, France Carbone Agri, qui est un exemple en fait de mandataire. Donc France Carbone Agri association a été créée en 2019 à l'initiative de la FNB, donc qui est la Fédération nationale bovine, de la FNPL pour la production laitière, de la FNEC pour l'élevage caprin et de la FNO pour l'élevage ovin, et également à l'initiative des jeunes agriculteurs qui ont rejoint les professionnels de l'élevage.
L'objectif de cette association est effectivement de pouvoir, comme je l'évoquais précédemment, agréger des projets individuels de manière à faciliter la mise en œuvre sur le terrain, parce que c'est un dossier qui est quand même assez complexe pour les éleveurs, c'est un sujet qui est nouveau, donc l'objectif c'est de leur faciliter la tâche dans l'implémentation des démarches bas carbone et dans la valorisation de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc l'association France Carbone Agri veut en fait être à l'interface entre les différents acteurs et assurer la coordination des projets. Et donc entre les agriculteurs et les organisations de producteurs qui seront impliqués dans la mise en œuvre des pratiques, ces agriculteurs, ces éleveurs seront accompagnés par les organisations de conseil existantes au niveau régional. Et donc c'est important que les agriculteurs, que les éleveurs soient accompagnés dans la durée pour mettre en place les pratiques de façon durable, et ce pendant toute la durée du projet, c'est-à-dire pendant les 5 ans. Et c'est pour nous un élément très important, au-delà du diagnostic et de la construction du plan d'action, de pouvoir les accompagner sur la durée. Ensuite, de fait, pour la labellisation, un lien très fort avec la DGEC, le ministère de l'écologie, de manière à pouvoir notifier le projet, de pouvoir rendre un descriptif de projet et ensuite, à l'issue du projet, de pouvoir labelliser la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et un nouvel interlocuteur également qui rentre en ligne de compte dans la valorisation des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, ce sont les acheteurs de crédits carbone, donc des acheteurs privés ou des acheteurs territoriaux qui souhaitent compenser leurs émissions de gaz à effet de serre sur des projets qui seront mis en place soit au niveau régional, soit au niveau national. Et donc l'association veut vraiment assurer ce lien, cette interface, pour faciliter les échanges entre les différents interlocuteurs qui interviendront sur cette problématique, valorisation des réductions d'émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du label. Et vous avez ici les principales missions que l'on a identifiées aujourd'hui pour le mandataire France Carbone Agri Association. Connaissant bien le monde de l'élevage, le monde agricole, France Carbone Agri Association apporte une expertise des projets qui seront proposés, un appui aux porteurs de projets qui vont être dans les différentes régions et qui vont accompagner les éleveurs, un appui également à la labellisation. Vous verrez tout à l'heure qu'un premier projet a été notifié au ministère de l'écologie et donc l'objectif c'est effectivement d'assurer toute la gestion administrative autour de la labellisation bas carbone, d'être à la recherche de financeurs. Donc ça c'est un élément, il faut de fait avoir une offre en crédit carbone avec des agriculteurs impliqués dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais il faut également avoir des acheteurs de crédit carbone qui souhaitent investir dans la compensation, et donc cette relation avec les acheteurs privés ou publics comme je l'évoquais. Il y a un gros travail également, lorsque l'on parle de valorisation des crédits carbone, un gros travail de contextualisation, de contractualisation plutôt, entre les différents partenaires. Vous avez vu le nombre d'interlocuteurs qui peuvent intervenir sur ces dossiers. Et donc la notion de contractualisation est très importante pour répartir les rôles de chacun entre les acheteurs, France Carbone Agri Association, les porteurs de projets et les agriculteurs. Et c'est pour ça qu'en fait, nous avons deux types de contractualisation. Une contractualisation bipartite entre France Carbone Agri Association et les acheteurs de crédit carbone, et une contractualisation tripartite avec les éleveurs impliqués, les porteurs de projets et France Carbone Agri Association. L'objectif final est bien évidemment d'assurer la rétribution financière maximale aux éleveurs, aux agriculteurs. C'est pour ça que l'association est portée par des représentants des éleveurs au niveau national. Donc, diapositive suivante. Vous avez ici les modalités relatives au financement qui sont aujourd'hui retenues par France Carbone Agri Association dans le cadre de la contractualisation que j'évoquais précédemment avec les acheteurs, les porteurs de projets et les éleveurs, de manière à couvrir les frais d'ingénierie de France Carbone Agri Association. Donc il y a un coût qui représente 3 € la tonne de CO2, de manière à couvrir également une partie du coût d'accompagnement des éleveurs. L'objectif est d'avoir une rétribution financière pour les porteurs de projets à hauteur de 5 € la tonne de CO2. Et ensuite, pour faciliter la mise en œuvre des pratiques, le paiement destiné aux éleveurs représente entre 30 et 35 € la tonne de CO2
Alors, le montant va dépendre du type de projet et des actions qui vont être mises en place sur les exploitations en question. Et donc, la contractualisation s'opère aujourd'hui avec ces différents montants, ces différents tarifs. Alors, les modalités de paiement, l'objectif, c'est de créer ce lien le plus rapidement possible entre les acheteurs de crédit carbone et les éleveurs, à la fois pour inciter les éleveurs au changement de pratique, et c'est pour cela qu'en fait, nous mettons en œuvre en fait un paiement en milieu de projet à hauteur de 40%, c'est-à-dire que l'éleveur, l'agriculteur recevra la somme escomptée à hauteur de 40%, donc sur la base du plan d'action qui a été construit en début de projet et du potentiel de réduction. Et le solde sera versé sur la base du CO2 évité et labellisé, c'est-à-dire après la réalisation du deuxième diagnostic CAP2ER et après l'audit de certification qui sera réalisé par un bureau, un auditeur externe. Diapositive suivante. Et donc, par rapport à ces éléments-là, vous avez ici le premier projet qui a été lancé en décembre 2019. Donc, France Carbone Agri Association a lancé son premier appel à projet. L'objectif était de pouvoir rassembler des collectifs d'éleveurs autour de la mise en œuvre de Carbone Agri. Et donc, vous avez ici sur cette carte le positionnement des 391 exploitations qui ont répondu positivement à l'appel à projet et qui sont en fait fédérés par 22 porteurs de projets. Et vous avez ici sur la droite les 22 porteurs de projets qui se sont manifestés auprès de France Carbone Agri Association. Alors il y a plusieurs éléments autour de cette carte. Le premier élément, c'est le fait de pouvoir fédérer des porteurs de projets qui sont des associations de producteurs, des coopératives, des organismes de conseil, et puis le fait de pouvoir agréger des éleveurs qui se trouvent aux quatre coins de la France, de manière à avoir un pool de carbone évité qui est relativement important et de pouvoir, comme je l'évoquais tout à l'heure, faciliter la mise en œuvre dans les différentes régions sans que chacun ait à déposer un projet, demander la labellisation, chercher les acheteurs, etc. Et donc c'est aujourd'hui 71 000 tonnes que l'on évalue de CO2 évité sur ces 391 exploitations pour la durée des 5 ans, en lien avec les 250-300 tonnes de réduction des émissions de gaz à effet de serre en moyenne sur les exploitations rencontrées au niveau national. Et donc aujourd'hui, sur les bases que j'évoquais tout à l'heure, contractuelles et sur le prix du CO2, 25% du CO2 a été commercialisé à ce jour. Sachant que le projet se met en place et le projet a 6 mois et nous avons 5 ans pour vendre cette réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc 25%, c'est déjà un beau volume qui a pu être vendu. Donc vous avez certainement entendu parler de la Caisse des dépôts et consignations qui s'est engagée auprès de France Carbone Agri Association, le groupe Kering. Il y a un certain nombre d'opérateurs privés et également publics avec qui nous sommes en train de contractualiser pour le rachat de ce CO2 évité. Dernière diapositive. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, nous sommes aujourd'hui vraiment au tout début de la mise en œuvre de ces démarches de valorisation. Alors nous ne sommes pas au début de la mise en œuvre des démarches bas carbone, puisque les filières sont engagées depuis 2013, mais aujourd'hui c'est une nouvelle étape de valorisation de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc Carbone Agri est un bon outil, puisque, comme l'a évoqué Catherine, son analyse à l'échelle de l'exploitation permet d'éviter les transferts d'impact et permet d'avoir une cohérence à l'échelle de l'exploitation et éviter une réduction sur un secteur au détriment de l'autre, par exemple. Donc c'est un bon outil qui permet d'impliquer les éleveurs sur l'ensemble du périmètre de l'exploitation. Dernière diapositive. Et donc ça va nous permettre aujourd'hui de booster, on va dire, la mise en œuvre des démarches dans les exploitations au niveau national. Donc j'évoquais tout à l'heure 13 000 exploitations qui sont engagées au niveau national. L'objectif, c'est d'avoir effectivement un deuxième appel à projet qui va être lancé cet automne. Et donc le premier appel à projet, c'était 391 exploitations. Nous allons lancer à l'automne un second appel à projet. Et la méthodologie, comme vous l'avez vu, elle n'est pas gravée dans le marbre. L'objectif, c'est effectivement de faire évoluer, selon les connaissances scientifiques aussi, cette méthodologie.
Et l'intérêt également autour de cette méthodologie et des acteurs qui ont pu contractualiser avec France Carbone Agri, entre autres, c'est d'avoir vraiment un dispositif multi-acteurs efficient qui permet d'optimiser les coûts de mise en œuvre de la méthodologie Carbone Agri aujourd'hui au niveau national. Voilà, donc voilà ce que l'on pouvait aujourd'hui vous présenter concernant la méthodologie. Alors il y a un certain nombre de questions auxquelles nous allons pouvoir répondre. Alors j'ai noté certaines d'entre elles. Je vais regarder. Alors, une première question, Catherine. Est-ce qu'il est possible d'expliciter le terme intensité carbone? Catherine, tu m'entends? Catherine, tu m'entends? J'ai l'impression qu'il y a un problème de son. D'accord. Alors, je vais répondre à la question. Alors, l'intensité carbone, telle qu'exprimée tout à l'heure par Catherine, c'est en fait l'empreinte carbone des produits, lait, viande, culture, alors soit ramenée au kilo de produit, soit ramenée à l'hectare, et donc qui retranscrit en fait les émissions de méthane, de protoxyde d'azote exprimées et les émissions de dioxyde de carbone exprimées en équivalent CO2. Donc c'est l'impact, c'est l'empreinte carbone des produits sur les exploitations. Alors, il y a une autre question qui concerne quel est l'outil pour réaliser le diagnostic de l'exploitation. Donc, Catherine a évoqué l'outil Cap2ER. Alors, il est dit dans la méthodologie Carbone Agri qu'il peut s'agir de Cap2ER ou de tout outil équivalent, aboutissant au même résultat et appliquant la même méthodologie. Et une autre question qui est de dire l'audit de vérification est-il bien distinct du Cap2ER final? Alors, le Cap2ER final est réalisé par le porteur de projet, comme le Cap2ER initial, donc porteur de projet qui accompagne l'éleveur. L'audit de vérification est réalisé par un bureau externe. Donc, nous sommes aujourd'hui en phase de prospection pour retenir un bureau certificateur externe qui réalisera cet audit de vérification après la réalisation du diagnostic Cap2ER final pour quantifier la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Catherine, tu nous entends à nouveau ou pas? Non, toujours pas. Alors, je vais prendre une autre question. Quels sont les outils d'évaluation du carbone stocké dans le sol dans Cap2ER? Alors aujourd'hui, la méthodologie Cap2ER et Carbone Agri mobilise des facteurs de stockage et de déstockage qui sont des constantes, en fait, des facteurs utilisés à l'échelle nationale. Donc, ça n'est pas suffisamment sensible aux pratiques, au climat, etc. Et donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans le cadre du travail qui est conduit avec le groupe Grande Culture, nous sommes en train de finaliser une méthodologie qui permettra, en fonction du stock de carbone initial dans les sols, en fonction du type de sol, en fonction du climat et des pratiques, d'évaluer le stockage et le déstockage des différentes situations que l'on va pouvoir rencontrer dans les exploitations. Donc, à ce stade, c'est assez restreint les possibilités en matière de stockage de carbone, mais tout de suite, ça va être implémenté de façon beaucoup plus large et on pourra agir sur la couverture des sols, l'augmentation de la durée des prairies permanentes, pardon, des prairies temporaires, la gestion des prairies permanentes, l'apport de matières organiques, etc., qui pourront être implémentés dans Carbone Agri. Alors, je regarde quelles sont les autres questions. Catherine, tu nous as rejoint ou pas? Toujours pas. A-t-on accès aux références génériques? Catherine a évoqué la possibilité de faire appel à une référence spécifique, donc qui est déterminée à l'issue du diagnostic. La référence générique, c'est une référence qui correspond à une situation moyenne, et ces références génériques sont aujourd'hui dans la méthodologie Carbone Agri. Donc, si vous vous rendez sur le site de l'Institut de l'élevage ou du ministère de l'écologie, vous pourrez prendre connaissance de ces références génériques qui concernent en fait les empreintes carbone des produits par système de production et par grande région.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai une ici. Est-il prévu d'inclure les couvertures de fosses à lisier et non dispositifs lourds de méthanisation dans les futurs leviers de la méthode carbone agri? Donc ça, effectivement, c'est prévu. Alors toutes les techniques qui vont permettre de réduire les émissions de méthane et également d'ammoniac, donc ça concerne la couverture des fosses, ça concerne les modalités de gestion et d'épandage des déjections. Ces éléments-là sont d'ores et déjà inclus dans la méthodologie et leur prise en compte sera affinée dans les mois qui viennent. Alors, Peut-être, Jean-Baptiste, tant qu'on est sur les questions de périmètre de la méthode, il y avait aussi des questions sur d'autres types d'élevage. Enfin, est-ce qu'elle a vocation à s'étendre sur le porc, par exemple? Il y avait des questions autour de ça. Oui, alors je vous évoquais tout à l'heure que l'élargissement est prévu pour l'ensemble des filières de ruminants, donc les petits ruminants. Et nous échangeons avec la filière volaille et la filière porc, effectivement, pour développer des méthodologies spécifiques dont les liens seraient faits avec la méthodologie Carbone Agri et l'outil Cap2ER. L'objectif à nouveau, c'est effectivement d'avoir une approche à l'échelle de l'exploitation pour éviter les fuites de carbone. Et donc, c'est en discussion avec les filières hors sol aujourd'hui, comme nous sommes en discussion avec les grandes cultures sur le volet stockage de carbone. C'est tout à fait prévu, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je passe du coq à l'âne, mais là, j'ai une question. En quoi la consommation d'électricité est un axe de réduction des GES en France? Bon, c'est vrai que le poids CO2 de l'électricité nucléaire est faible, mais néanmoins, c'est un levier de réduction de nos consommations d'énergie. Si on peut installer, par exemple, des pré-refroidisseurs dans des installations de traite ou des récupérateurs de chaleur, donc réduction des consommations d'énergie et réduction de notre empreinte carbone, même si l'abattement est relativement faible en lien avec la consommation d'électricité d'origine nucléaire. Comment déterminer le stock maximum qu'un sol agricole peut stocker? Donc là, c'est tout l'objet, comme je l'évoquais précédemment, de la méthodologie qui va être finalisée là concernant le stockage de carbone. Donc ça, on a répondu à la question. Une évaluation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions qui sont arrivées, Claudine? Il y en a pas mal, ouais. Si tu veux, j'ai fait une compilation par mail. Je sais pas, est-ce que tu veux que j'en pose? J'ai ouvert le fichier Word. Alors j'ai répondu, je ne sais pas. Il y a pas mal de réponses qui ont été apportées pendant la présentation oui. aussi. Je ne saisis pas bien si la méthode Carbone Agri couvre l'agriculture dans le sens exploitation des sols pour les céréales, maraîchage ou concerne l'élevage. De fait, elle a été déposée principalement pour les exploitations de polyculture élevage, puisqu'elle couvre l'élevage et les cultures de vente. Et la méthode, par exemple, grande culture, sera davantage adaptée aux exploitations spécialisées céréalières, par exemple. Par contre, Carbone Agri ne couvre pas le maraîchage. De fait, alors ensuite, d'autres méthodes. Carbone, référence générique, on a répondu. Alors, comment accompagnez-vous les porteurs de projets? Y a-t-il un service fourni par les interprofessions? Alors, disons que les interprofessions fédèrent les démarches bas carbone dans les exploitations au niveau national, d'où le nombre d'exploitations qui sont aujourd'hui impliquées. L'objectif, c'est d'apporter un appui à la fois avec les outils et les recommandations nécessaires à l'implémentation de projets bas carbone. Et ensuite, les porteurs de projets. Alors, les porteurs de projets sont accompagnés, par exemple, dans le cadre de la formation à l'outil Cap2ER. Il y a également des formations qui sont assurées par l'Institut de l'élevage et les organismes de conseil sur la construction des plans carbone. Donc, il y a différents moyens aujourd'hui d'être accompagnés pour déployer des projets sur le terrain. Voilà.
et bon nombre de régions également développent des stratégies bas carbone avec un accompagnement financier pour la réalisation des diagnostics, le suivi et l'accompagnement des éleveurs sur la durée. Tous les leviers d'action sont mis en œuvre en première année, pourquoi ne pas multiplier? Oui, effectivement. Si tous les leviers d'action ne sont pas mis en, sont mis en œuvre en année 1, pourquoi ne pas multiplier par plus de 5? En fait, on intègre les leviers sur une durée d'application qui correspond à 5 années, définie dans la méthodologie Carbone Agri, renouvelable une seconde fois. Donc c'est au maximum sur 10 ans si l'éleveur souhaite s'impliquer sur une deuxième période de 5 ans. Est-ce qu'il y a des nouvelles questions, Claudine? Il y a eu des questions sur, peut-être revenir sur la question d'intensité et peut-être expliquer le critère qui permet de pas aller vers de l'intensification et des émissions, d'augmentation des émissions en absolu au niveau national, et peut-être revenir sur la raison de passer par l'intensité carbone plutôt que des émissions absolues sur l'exploitation. En fait, il y a aujourd'hui, alors lorsque l'on suit les effectifs animaux au niveau national, on a une baisse depuis les années 90 des effectifs animaux en élevage de ruminants de façon assez conséquente, ce qui veut dire qu'on n'a pas de... Et tout ça, ça s'est traduit également par une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ce qui fait qu'en fait, cette réduction des émissions de gaz à effet de serre s'accompagne parfois aussi d'abandon de production et d'augmentation de la taille de certaines exploitations, sachant que tout est relatif. Hein. La taille moyenne des exploitations en France, c'est 75 vaches laitières, 75 à 80 vaches laitières. Donc ça reste de petites exploitations, mais on constate d'année en année une augmentation des effectifs. Alors on était dans les années 90 autour de 55-60 vaches. Nous sommes maintenant à 75-80 vaches, mais ça reste des petites exploitations. Et donc l'idée était de dire il faut permettre la reprise d'exploitation par d'autres sur des mêmes régions, sur des mêmes communes, et donc ne pas raisonner globalement à l'échelle de l'exploitation, mais de considérer ces évolutions structurelles en travaillant sur l'intensité carbone. Et donc c'est pour ça qu'en fait nous avons retenu l'intensité carbone. Toutefois, pour éviter une intensification des systèmes, pour être éligible au label bas carbone et avec la méthodologie Carbone Agri, il est bien spécifié qu'on doit respecter l'intensité, c'est-à-dire la pression d'azote sur les exploitations et sur les surfaces, avec le seuil des 170 kg d'azote de la directive nitrate. Voilà. Ce qui veut dire qu'un projet qui par exemple se traduirait par une production hors sol ne serait pas éligible au crédit carbone. Donc ça c'est un élément important puisqu'on dépasserait le seuil des 170 kg d'azote. Et pour aller plus loin, l'idée a été de dire également il faut absolument maintenir le stock de carbone dans les sols. Et donc, ça veut dire maintenir les prairies temporaires, les prairies permanentes, la couverture des sols, pour éviter ce phénomène d'intensification. Voilà. C'est pour ça que l'intensité carbone nous permet de suivre les évolutions structurelles et donc de calculer la réduction des émissions sur une durée de 5 ans, avec deux garde-fous qui sont la pression d'azote sur les surfaces, de manière à réduire l'impact potentiel qu'il pourrait y avoir sur la qualité de l'eau ou sur la biodiversité, et puis également le maintien du stock de carbone. Il y a aussi pas mal de questions, enfin une question qui est revenue souvent, qu'est-ce qui se passe au bout de 5 ans? Au bout de 5 ans, alors je ne sais pas dans quel sens c'est posé cette question, mais au bout de 5 ans, l'éleveur peut renouveler son engagement pour une nouvelle période de 5 ans. Et ouais, tous les projets sont effectivement renouvelables, sans changer le scénario de référence. Et par contre, peut-être la précision, il y avait peut-être aussi la question par rapport à la séquestration de carbone. Et en fait, le risque de non-permanence est inclus dans le rabais. Comme ça que c'est géré, le risque de... Ouais. Tout à fait. Il y avait aussi des questions sur le prix. Est-ce qu'on peut imaginer un prix évolutif dans le temps? Est-ce que la rétribution se fait
proportionnel aux émissions par exploitation. Ah oui, Je oui. te dis quelques questions. Ça peut-être commence par ça. En fait, si vous voulez, dès lors qu'un éleveur, un agriculteur est impliqué dans une démarche de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, on a une traçabilité de ces éleveurs impliqués depuis le début du projet jusqu'à la fin du projet. C'est-à-dire, on sait quelle est l'empreinte carbone, quelles sont les émissions de gaz à effet de serre de Monsieur Durand en début de projet, et puis on va suivre Monsieur Durand pendant les 5 ans, et un deuxième diagnostic en fin de projet chez Monsieur Durand va nous permettre de déterminer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui veut dire que la rémunération carbone sera bien fonction de la réduction effective sur cette exploitation. Et donc il y a une obligation de résultat. Et si toutefois, après le premier diagnostic et la construction du plan d'action, on vient à déterminer une réduction potentielle de 100 tonnes de CO2, si en fin de projet, pour des raisons diverses, des raisons climatiques ou des raisons sanitaires ou des difficultés à mettre en œuvre les pratiques, la réduction est de 80 tonnes, l'éleveur sera rémunéré à hauteur des 80 tonnes. Donc ça, c'est un élément très important. Il y a bien cette obligation de résultat. Dès lors que l'éleveur contractualise avec France Carbone Agri Association et avec le porteur de projet. Concernant le prix du carbone, donc aujourd'hui, dans la contractualisation avec les acheteurs, donc ce sont les montants que je vous ai indiqués tout à l'heure, là, entre 30 et 35 euros de rémunération pour les éleveurs. Ce prix donc est mentionné dans les contrats avec les éleveurs. Si pour une raison X ou Y, le prix du carbone vient augmenter dans les années à venir, de fait, le prix le montant rémunéré aux éleveurs intégrera une évolution du prix du carbone si on n'a plus contractualisé un montant supérieur avec des acheteurs. Donc c'est tout à fait révisable. En fait, on a un niveau, un seuil qui est à 30 euros et ce sera révisable potentiellement si les prix augmentent dans les années à venir. Il y avait une question aussi pour savoir s'il y avait des relais de France Carbone Agri en région. Alors en fait, France Carbone Agri Association a des relais en fait au travers, si vous voulez, il y a aujourd'hui tout un tissu d'acteurs qui sont impliqués dans les démarches bas carbone. Il y a plus de 900 personnes qui sont formées à la réalisation des diagnostics CAP2ER, donc c'est un nombre très important d'organisations qui sont totalement opérationnelles pour réaliser des diagnostics et accompagner les éleveurs. Et donc France Carbone Agri s'appuie sur ce réseau d'organisations de conseil, d'industriels privés ou de coopératives qui sont à même d'accompagner les éleveurs dans les démarches de progrès. Donc il n'y a pas de déclinaison en tant que telle de l'association en région, mais tout un réseau en fait de partenaires auprès de France Carbone Agri Association qui permettent le recrutement des éleveurs, la sensibilisation et l'accompagnement. Donc, ce qui fait qu'en fait, si vous voulez, lors du premier appel à projet, c'est la raison pour laquelle 22 porteurs de projets se sont manifestés très rapidement avec les 391 éleveurs. Et là, voilà, il y a plusieurs porteurs de projets qui se manifestent déjà pour le deuxième appel à projet qui va être lancé à l'automne. Et France Carbone Agri Association n'a pas pour objectif de se substituer aux organisations locales qui sont les plus à même d'accompagner les éleveurs. L'objectif de France Carbone Agri Association, c'est simplement de fluidifier, de faciliter l'ingénierie de projet, la certification, les relations avec le ministère, les relations avec les acheteurs, etc. Alors peut-être le temps encore pour une dernière question, peut-être pour clarifier un point sur les liens avec d'autres marchés du carbone. Donc il y a notamment la question de si au bout de 5 ans tout n'est pas vendu, est-ce qu'on peut aller sur d'autres marchés et le lien aussi qui est demandé avec le marché européen d'échange de quotas. Peut-être là-dessus préciser que le label bas carbone, il s'adresse bien, enfin c'est bien sur un marché, c'est pas forcément un marché d'ailleurs en tant que tel, quoi, mais c'est vraiment sur la base du volontariat, où c'est des entreprises, collectivités et particuliers sans engagement, sans contraintes réglementaires, vont dans le cadre de leur stratégie climatique financer des projets de réduction d'émissions qui apportent de réelles garanties, quoi. Donc c'est pas, enfin les débouchés pour ces projets-là, c'est ces entités-là. Et ça peut pas être vendu sur le marché européen d'échange de quotas, par exemple.
mis sur Corsia, pour ceux qui connaissent, en lien avec l'aviation. C'est juste pour préciser. Et par contre, ouais, je sais pas sur qu'est-ce qui se passe si au bout de 5 ans on n'a pas tout vendu. L'idée, du coup, justement, c'est l'intérêt des intermédiaires, c'est d'éviter de se retrouver dans cette situation-là, quoi. Et l'objectif, c'est de sécuriser. Enfin, il y a un fort intérêt, en tout cas, à sécuriser les financements le plus tôt possible, quoi, dans le cycle de vie d'un projet. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, et aujourd'hui, un projet pour lequel on a déjà vendu 25% des émissions alors qu'il est à peine démarré, bon, c'est assez réconfortant. Alors, on s'attendait à un effet crise Covid par rapport à la demande sur la compensation, les crédits carbone, et finalement pas du tout, puisque de nombreux opérateurs nous sollicitent pour rentrer dans la mécanique et racheter des émissions évitées. Donc c'est plutôt positif aujourd'hui. Voilà. Alors, il est 15 heures. Donc, je sais complètement qu'on n'a pas répondu à toutes les questions parce qu'il y en a eu beaucoup. Mais on va devoir, du coup, s'arrêter là. Je pense qu'on essaiera, voilà, en tout cas, à minima, dans le cadre du FAQ, à répondre au maximum à l'ensemble des questions. Enfin, en tout cas, on va les regarder de près et n'hésitez pas non plus à revenir vers nous, voilà, si on n'a pas apporté tous les éléments de réponse utiles pour vous. Merci. Alors, je crois qu'on a définitivement perdu Catherine. Ah oui. Mais merci elle et puis merci Jean-Baptiste pour cette présentation. Alors, pour info, vous avez été plus de 200 à participer. Et voilà. Et ce webinaire sera également, comme les autres, si besoin, si vous avez besoin de reconsulter, mis en ligne, je pense, d'ici ce soir ou demain sur le site du CATCU. Voilà, et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions plus précises sur certains éléments. Voilà, merci à tous. Merci Claudine. À bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Vous m'entendez ?